Reçu chez elle par Barbara de la Motte Saint-Pierre. Oui, qui est donc très impliquée depuis très longtemps dans l'astrologie hindoue. Et donc, elle va nous exposer sa façon de travailler au quotidien, sans trop de bavardage, de façon très, très pratique. Voilà, donc je lui laisse la parole. Bien entendu, nous sommes donc dans le cadre d'une astrologie sidéraliste, indienne, qui n'utilise pas les planètes au-delà de Saturne. Et qui fait tous les calculs avec un décalage de 24 degrés en arrière. Là, pour l'instant, ce décalage qui s'appelle l'Ayanamsha est de 24 degrés. Il était de 23 degrés en 1940 lors de ma naissance, et autant dire qu'il met 70 ans pour faire 1 degré. Voilà, c'est ça. Ça nous renvoie d'ailleurs à la précision des équinoxes et à la fameuse ère du Verseau, enfin bon, c'est un autre problème. Oui. Mais effectivement, voilà, on va donc vous donner la parole, et puis s'il y a des questions, on reviendra sur ça. Alors, bon, je ne parle pas de la manière d'effectuer les calculs, tout le monde sait calculer un thème. Moi, je travaille à la main, c'est une faiblesse. Pas d'ordinateur alors? Pas d'ordinateur. D'accord. Pas d'ordinateur. Mon ouvrage de base pour le travail, ce sont l'Iris éphéméride calculée pour l'époque. Pour l'année. Oui, comme on faisait autrefois en astrologie occidentale. Avec les Raphaël. Voilà, c'est ça. Oui, oui, alors ça, ce sont les Raphaël du sidéraliste. Donc vous ne faites pas de transit, je comprends bien. Puisque vous ne connaissez pas les positions planétaires à venir. Vous pouvez les connaître par les traditionnelles. Mais si j'ai quelque chose qui me permet, tout ça tombe en lambeaux, mais ce sont ces... vous avez les grandes lignes. Des éphémérides qui vont jusqu'en 2035, ah bon, je voilà. pense. Ça c'est français, c'est indien. C'est indien, oui, c'est ça. Donc elles sont directement calculées épouvantable. Elles sont calculées directement en sidéral. En sidéral. Ah d'accord. Oui, oui. D'ailleurs, l'Aïri est directement calculé en sidéral. C'est l'horreur, ce pauvre vieux bouquin. Alors je note qu'ils n'appellent pas, ils préfèrent employer le mot Herschel au mot Saturne. Mais en revanche, Herschel, Uranus. Mais alors comment ça se fait qu'ils mettent quand même les planètes transsaturniennes dans leur ah oui, alors les Indiens quand même ont un petit peu évolué et mettent les 3 transsaturniennes, dont personnellement je ne me sers pas, mais dont un certain nombre de praticiens disaient à Marco qu'il fallait prendre en compte Uranus. Ah oui, Uranus, Herschel en fait ils appellent ça. Oui. Ah oui, donc ils sont en train d'intégrer Uranus, oui. Oui, bon, moi je reste avec de l'astrologie pure et dure, comme j'ai déjà dû vous le raconter. J'avais commencé avec Gravelaine, avec Madame Godefroy. Madame Godefroy, qui a formé, je crois, Catherine Aubier, par exemple. Je travaillais avec la Lune Noire, avec un tas de trucs. Dans les années 70, oui. Bon, écoutez, je suis très contente de mon de mon actuelle pratique qui, avec 7 planètes et 2 nœuds de la Lune, peut rendre compte de la totalité du réel. Simplifions. Oui. Exactement. Et puis, vous qui êtes un uniciste, ou un dualiste, on va dire Lune-Saturne, oui. Eh bien, vous ne pouvez que comprendre ma vision simplifiée. Alors, ayant monté mon horoscope, oui, j'ai quand même des grandes éphémérides pour avoir la position de mon personnage, les bêtes, vous savez, qui donc me donnent... on ne connaît pas très bien tous ces outils qui sont au service des sidéralistes. Parce que moi, on croit que les sidéralistes, ils prennent les éphémérides tropicalistes et puis ils décalent de 25. Pas du tout, mais pas du tout. Nous avons notre propre matériel. Oui, vous avez votre propre matériel. Et puis, je ne sais pas où est ma table des maisons, mais j'ai une table des maisons sidérale. Eh ben oui. Et puis voilà, je fais tout comme Madame Godefroy m'a appris à le faire. Mais Madame Godefroy, elle n'était pas sidéraliste.
Non, elle travaillait en tropicole, Oui. mais le montage du thème, Ah bah oui, nous le faisions à la main à bien l'époque. sûr. Les ordinateurs sont arrivés, je sais pas, en 90, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Chez les Et, astrologues, oui. Enfin, bon, ça, progressivement. Il y avait oui, déjà eu Astroflash oui, 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 en 68, mais ça, progressivement, au niveau de de la pratique. Oui, Et bon, de toute façon, Marco m'a toujours dit que Marco Daniel. Marco Daniel, qui a été mon maître pendant 12 ans, Paix à son âme, oui. m'a toujours dit que le calcul était la méditation de l'astrologue. Oui, c'est souvent en calculant, déjà on s'imprègne. Et des choses se passent, et en dessinant Ah oui. le thème soi-même, l'on arrive à imaginer ou à visualiser un certain nombre de choses. Alors, Excusez-moi de vous interrompre, alors Madame Godefroy, il faut lui rendre hommage aussi. Alors qu'est-ce qui faisait l'intérêt de son enseignement alors Madame Godefroy avait un enseignement avec une technique de révolution solaire, et je crois qu'elle avait travaillé avec Néroman, il me oui. semble. Ah oui, donc elle était dans la ligne de Néromanque un petit peu. Parce qu'il avait une façon assez particulière, il y avait une terminologie particulière, oui. Et des histoires Campanus. d'âge cosmique, Oui. et elle faisait une sorte de mélange Ah, oui. entre numérologie et astrologie, Oui. qu'elle ne m'a pas transmis, Ah, oui, d'accord. mais je me souviens très bien de ça. Et je vois Madame Godefroy, pour moi-même, pour ma fille, je lui ai envoyé du monde aussi, déterminant des dates précises dans le passé et dans l'avenir avec son procédé. Ouais. C'était tout à fait extraordinaire. Mais alors ce procédé, elle ne l'a pas transmis à grand monde, pas à moi en tout cas. Et j'ai travaillé avec elle plusieurs années, bon, apprenant d'abord à monter un thème, ensuite à déterminer les dominantes, à faire l'échelonnage des planètes qui se trouvent en eau, terre, feu, Oui. etc. etc. Ce qui sont des choses dont nous ne tenons absolument pas compte Oui. dans l'astrologie Les sidérale. 4 éléments ne sont pas importants. Ils les connaissent quand même un petit peu, les 4 éléments. Nous les connaissons, mais ce qui compte, il y a deux choses. Il y a la nakshatra, c'est-à-dire la demeure lunaire dans laquelle se trouve l'astre, beaucoup plus que le signe dans lequel il se trouve, et la maison dans laquelle se trouve l'astre. Notre astrologie est à moitié lunaire. Oui, quand vous dites notre astrologie, c'est l'astrologie hindoue. Oui, oui, tout à fait. Elle est quand même très, très près d'une astrologie plus archaïque. Comme le dit très bien Varahamihira, l'astrologie indienne est le produit du mélange, du mixage de l'astrologie chinoise et de l'astrologie grecque, qui a été amenée aux Indes sous les auspices d'Alexandre. Oui, déjà, oui. Et Alexandre était accompagné d'Aristote, dont il est question dans les textes. Je n'ai pas cherché, mais on le voit écrit. Aristote est nommé Yavanacharya, qui en sanskrit, comme vous le savez, grec, oui, signifie le maître blanc. Mais Yavana, ça renvoie aussi au grec. Yavana, non, c'est le ionien. C'est l'occidental. Oui, c'est ça, le ionien. Voilà, oui, oui, le maître. C'est géographiquement quand même assez bien précis. Le maître occidental, le maître ionien, si vous voulez. D'ailleurs, en hébreu, on dit Yavan pour désigner la Grèce, oui. Ouais, la Ionie, oui. Et alors, donc, comment s'appelle-t-il? Aristote est arrivé avec son quota de savants, etc. Et tout l'environnement de l'astrologie grecque, avec le système de signes, oui, a fusionné oui, avec le système
des demeures lunaires dites nakshatra. C'est comme ça qu'il y a la double influence Oui. aux Indes. Et alors l'influence chinoise, L'influence chinoise, ce sont les nakshatras. Ah oui. Vous savez bien que Les- dans les l'astrologie 28 chinoise, il y a les 28. Oui. Alors nous, pour faire simple, et ce serait vraisemblablement sous l'influence d'Alexandre et d'Aristote qu'on a réduit à 27, Mhm. qui peuvent donc être divisés par 3, créant 3 oui. zones de 9, Oui, c'est ça. grandes constellations. Oui, là, ce il qui y a rend- là, il y a l'introduction de la numérologie, en fait. Oui. Oui, Constellation numérologique. et puis ça rend plus facilement compte de l'écriture des constellations dans le ciel. Ah oui, c'est vrai. En effet. Alors si il existe une nakshatra dont nous ne nous servons pas mais qui est antérieure, qui s'appelle Abhijit, comme vous le savez. Oui. Abhijit se trouvant en Capricorne. C'est intéressant, votre perspective historique est intéressante. Effectivement, de même que je crois qu'il y a dans la terminologie de l'astrologie hindoue, il y a aussi des termes d'origine grecque, même pour les Oui. signes zodiacaux. Pour les signes zodiacaux, absolument. Bon, un jour peut-être vous en parlerai d'une manière Oui. plus efficace, parce que j'ai fait du sanskrit, mais comme le disait Marco Daniel et Monsieur Dagens, notre professeur, le sanskrit, il faut en faire tous les jours. C'est comme la danse classique. Je sais encore un petit peu le lire, mais il y a beaucoup de choses lointaines. Des Vanagas. En revanche, là-dedans, ça c'est l'enseignement de Marco, et l'enseignement de Marco et les traductions que nous avons faites des shlokas, c'est-à-dire des sentences, de ce petit livre dont j'entreprends de vous parler, qui s'appelle le Bhavarta Ratnakara. Alors pour revenir, encore une petite parenthèse, pour revenir aux influences qu'a subi l'astrologie hindoue, alors la question d'achat, c'est plutôt, je me pose une question un peu bêtement, mais enfin, c'est typiquement hindou ou bien ils l'ont emprunté ailleurs c'est un système un peu artificiel d'ailleurs. C'est une production typique. Est-ce que ce ne serait pas mésopotamien? Ah oui, peut-être, oui. C'est un peu ce qu'on pensait avec Marco à la suite de Botero et autres. Ce n'est pas chinois. Je pense que ce serait mésopotamien. D'ailleurs, Jonctum Florence, Oui. que vous connaissez bien, dans son bouquin que j'ai quelque part par là, Oui, qui est paru chez Voldil. oui, les révolutions solaires, parle d'un système un petit peu du même ordre, qui vient de Mésopotamie. Alors le nôtre est plus au point. Je pense que ça viendrait de Mésopotamie via la Perse. Parce que vous savez bien que les très grands royaumes du nord de l'Inde étaient tout près de la Bactriane, de la Perse, etc. Oui. Et qu'il y avait quand même une interférence importante. D'ailleurs, on considère, je crois, que les étoiles royales étaient utilisées par les Perses, en fait. Oui. Ah, mais ça c'est une certitude. C'est une certitude. Parce que les astrologues hindous, est-ce qu'ils accordent de l'importance à des étoiles particulières? Ah, mais bien entendu, où est-ce qu'il est, où sont mes éphémérides que je vous ai passées? Bien entendu. Et ce sont les mêmes que vous, que nous. Oui, alors ils en tiennent compte de manière précise dans le thème. Elles déterminent le départ des nakshatras. Oui, Alors, oui c'est ça, bien sûr. donc, Ariétis, le début du bélier, c'est Ashwini qui est la première des constellations. Après ça, la fin d'Ariétis, où se trouve Argol. Argol, c'est le départ de la constellation Bharani. Voilà. Mais ça, c'est une autre utilisation. C'est effectivement... donc ces étoiles fixes, ça vous permet de savoir à quel moment, comme on change de constellation, en fait, compte. C'est le départ, c'est l'origine d'une constellation. Oui, c'est ça. Mais elles n'ont pas de valeur en elles-mêmes, en fin de compte. C'est plutôt des marqueurs. Si, parce que Bharani est une constellation maléfique, oui, voilà. puisqu'elle démarre avec Argol. Alcool, oui. Alors, Aldébaran, en revanche, oui. Aldébaran, auquel vous et moi sommes très attachés,
eh bien, démarre la constellation Rohini, qui est la meilleure de toutes. Ah oui. Et alors, en face d'Aldébaran, Il y a Antares. Antares, qui démarre Iestia, qui est une constellation de Mercure, qui malheureusement, je le sais, puisque mon ascendant se trouve là, est une mauvaise constellation. Quand vous dites constellation, il y en a combien de constellations? 27. Oui, c'est ça, non, parce que dans l'esprit des gens, nous, en Occident, constellations, il y en a 12. Donc là, on Oui. parle bien des constellations. Ce ne des sont pas les astérismes. signes, Ce sont des astérismes. les astérismes. Voilà, il vaut mieux employer le mot astérisme que constellation, parce qu'effectivement, constellation, c'est un amas d'étoiles, mais dans notre langage occidental, constellation, il n'y en a que 12 en fait. Mais là, ce sont les 28 ou les 27 constellations. Oui, que nous nommons nakshatra. Voilà, c'est ça, d'accord. Et alors, Spica Virginis démarre l'astérisme Chitra, qui est consacré à la Lune. Mais alors, est-ce qu'ils étudient excusez-moi, on reporte un petit peu. Est-ce qu'ils étudient les relations entre les étoiles et les planètes? Pas véritablement. Pas véritablement. Mais nonobstant, la nakshatra est imbibée du souffle de l'étoile ou de la coloration de l'étoile, de son étoile majeure. Oui. Mais malgré tout, j'essaye de comprendre. On place quand même les planètes dans. Enfin, je fais un peu le candide. On place les planètes dans le thème. Mais les planètes circulent. Oui. C'est ça la grande différence. Oui. Tandis que la constellation, la nakshatra, va vous donner un tapis, oui. un fond, oui. un climat, une énergie. Et la planète va circuler dans cette énergie, à la fois dans l'énergie des nakshatras et en même temps dans l'énergie des maisons, où elle va développer l'individu si c'est dans la maison 1, c'est bien si c'est dans la maison 2, sa communication dans la maison 3, ses origines la 4, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et ses amours la 5. On ne travaille pas tellement sur les aspects, dans ce cas précis, on travaille sur les secteurs. Sur les secteurs et sur secteur, planète dans secteur. Oui, c'est ça. Planète dans secteur, et puis alors il y a des secteurs valorisés. Vous avez les maisons angulaires 1, 4, 7, 10, et les maisons triangulaires 5. On tombe les signes on tombe les 4 éléments là. Voilà. 5, 9 et 1. Et 1. 1, 5, 9. Et la 11 n'est pas mauvaise. La 11 apporte des biens. Et alors, si l'on a une planète maîtresse d'une angulaire en triangulaire, ça apporte un aspect bénéfique à sa position. Il y a tout un... Oui, c'est des maîtrises, oui, c'est oui, ça. Oui, il y a toute une histoire, non pas d'arithmétique, mais d'algèbre des positions, du positionnement, tout un décodage qui se trouve donc explicité d'une manière extraordinairement précise et efficace dans ce petit livre qui se nomme le Bhavarta-Ratnakara, c'est-à-dire en français le trésor du collier des maisons. Et oui, Bhavar c'est la maison. Et Ratnakara c'est le collier. Ben oui. Et donc le collier des maisons va se trouver déterminé ascendant par ascendant, parce que ce qui compte beaucoup plus dans la lecture de l'astrologie indienne, c'est l'ascendance. Le signe n'a presque pas d'importance. Le signe solaire, vous voulez dire. Le signe solaire n'a presque pas d'importance. Le signe lunaire est fondamental puisqu'il engendre la périodicité des dachas, enfin justement les fameux dachas. Du Vimshottari Dasha, oui. Mais le signe solaire n'intéresse personne. Ce qui compte, c'est où se trouve l'ascendant et où se trouve le maître de l'ascendant.
Et ça, évidemment, ça exige de connaître l'heure de naissance, le lieu de naissance. Ah, évidemment, mais si l'on est bon astrologue, et ça nous est arrivé à Marco et à moi, nous devons être en mesure de retrouver l'heure de naissance. Ah oui. Mais C'est faisable. je croyais avoir le souvenir que dans la presse quotidienne en Inde, on a quand même les horoscopes. Oui. Donc ils sont bien calculés d'après le soleil. Là. Non, Pour la Lune. Pour la Lune, parce que, mais les gens, non, parce que justement, le problème, c'est savoir qu'est-ce que le public sait de tout ça. Parce que Je crois qu'ils sont très au courant. Parce que déjà, dire que les gens sont nés sous la Lune... Alors, vous savez que généralement, hein. les gens d'une petite fortune sociale, mais peut-être pas énorme, s'adressaient à l'édile du village qui était astrologue, lequel déterminait le prénom de l'enfant. Oui. Et le prénom de l'enfant contenait un nombre de syllabes qui permettait à tout autre astrologue de déterminer quel était le quartier de la Lune dans lequel était né l'enfant. Alors, avec son prénom, l'astrologue... Vous seriez capable de faire ça, d'après le nom de la... Enfin, j'ai des tables. Et alors, vous disiez tout à l'heure que si on était malin, on pouvait retrouver l'ascendant même quand on ignorait l'heure. Oui. Quelles sont les méthodes pour Alors, il faut bien entendu avoir l'avis de l'individu. Oui. Bon, de là à vous dire, il me faut quand même un écart minimal. Si vous me donnez une date, que ce soit ce jour-là que vous êtes né, vous soyez né, et sur 24 heures, c'est faisable. Oui. Mais si on a 8 jours, là, c'est un travail énorme. Et sur 24 heures, on pourrait arriver... Sur 24 heures, c'est faisable. D'après quel genre d'information, par exemple? Alors, le mariage, la perte des parents, la naissance des enfants, la prospérité professionnelle, les héritages, l'achat de la maison... de proche en proche, on arrive à situer. Oui. On arrive à restructurer. Je sais qu'assez récemment, j'ai déplacé une heure de naissance et qu'en effet, c'était infiniment plus juste. Alors, dans un autre ordre d'idée à peu près comparable, il y a de ça 6 ou 7 ans, une amie de Dominique Strauss-Kahn est venue avec la date et l'heure de naissance de Dominique Strauss-Kahn en me demandant s'il serait président de la République. Elle m'a donné un 28 mars 1948. Je calcule, je lui dis c'est pas mal mais c'est pas évident. Après ça, j'ai vu dans les feuilles 2 autres dates. Donc je considère que j'ai 3 dates. J'en ai une du 25 avril 48 et une autre du 29 avril 48. Et comme le disait Marco, quand on a 3 dates, là on ne travaille plus. Parce que là j'ai plus d'1 mois d'écart, c'est pas pensable. D'accord. Et alors en effet, l'ensemble de mes amis m'ont dit mais écoute, qu'est-ce qui va se passer, est-il coupable et tout. J'aurais dit moi j'ai 3 dates de naissance, je ne suis pas en dessous. Donc finalement si vous n'avez pas les maisons, vous ne pouvez pas travailler en fait. Oui, si je n'ai pas l'occupation de mes maisons certaines, et ce qu'il me faut de la manière la plus certaine possible, c'est la position de la Lune. Oui, de plus certaine, c'est-à-dire que ça serait dramatique d'avoir quelques degrés de décalage. Ah non, mon travail consiste à trouver quelle est la position exacte. Oui. Mais il faut que ma Lune, qu'elle se trouve dans le nakshatra qu'elle occupe, c'est quand même mieux. Bien sûr, oui. Et alors donc finalement l'ascendant, c'est vrai que c'est un mystère en astrologie occidentale, l'ascendant, parce qu'en fin de compte, on a des ascendants, quelqu'un a l'ascendant dans le signe, et il n'y a rien dans le... Il n'y a rien. Alors qu'au moins en astrologie hindoue, au moins ça renvoie à une étoile quelque part. Oui. Première chose, et ensuite ça détermine le début d'un parcours. J'allais dire, c'est notre jeu de loi qui commence avec l'ascendant. Oui.
Oui, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même, je crois quand même qu'au début, au départ, bah, ça c'est la naissance de l'astrologie individuelle, hein, de toute façon. Je pense Euh, qu'il y a eu une astrologie qui ne tenait pas, qui a dû précéder cette astrologie individuelle, qui était une astrologie plutôt mondiale ou cyclique. L'ascendant, c'est déjà une démarche au niveau de la personne. Non. Vous savez, notre astrologie se met en place, on va dire à l'époque un peu après Panini, enfin entre 300 avant Jésus-Christ et 300-400 après, et se codifie à l'époque de Varahamira. Elle se codifie pour obéir aux requêtes de tous les princes indiens. Oui, c'est le thème du prince, oui. Et l'astrologue risque de se voir couper la tête. Oui, c'est ce qu'on dit surtout pour les Chinois, je crois. Oui. Ah, mais chez les Indiens aussi. Ah oui, oui. Ah, oui. C'était une punition s'il avait fait des erreurs. Rendez-vous compte, le traité, l'alliance, la guerre, Il avait un devoir de résultat. absolu. Et Enfin, quel astrologue actuel enfin, s'exposerait ainsi? il était pris au sérieux, en tout cas, à l'époque. Ah oui, ça c'est... Et c'est une astrologie qui marche. Moi, je vois récemment, j'ai reçu une petite consultante qui avait perdu une jumelle. Sa mère était enceinte de deux bébés. L'un meurt à la naissance, l'autre vit encore. Elle ne m'avait absolument pas parlé de Jumelle. de ce fait. Mhm. Et je lui en ai parlé. Elle était quand même assez sidérée. Et ça, vous l'aviez vu comment, alors Je l'ai vu parce que dans la maison 3, le maître de la maison 3 se trouvait en maison 8. Oui. C'est la mort du frère ou de la sœur. Ouais, ouais. Et comme ça provenait d'un signe du scorpion, signe féminin, je lui ai dit que ça devait être une sœur. Donc vous pensez réellement que, justement, ça revient un peu à ce que vous êtes en train de nous dire maintenant, vous pensez réellement qu'on peut arriver à un certain degré de précision par Ah, l'astrologie? absolument. Absolument. C'est ça. On doit presque arriver au niveau du réel, en fin de compte, à décrire le... Ah, mais le réel de l'événementiel, l'anecdotique, même, oui. ou de la fatalité, nous allons dire. Le réel du fatum se trouve indiqué. Ce qui n'y est pas, Marco le disait toujours, ce sont les potmes qui se trouvent là-bas, c'est le désordre qui est ici. Oui, quand même pas. Le petit quotidien, ça c'est à nous de le Oui, régir. voilà, oui. Mais le fatum se trouve inscrit. Oh, mais le fait d'avoir un chat, est-ce qu'on pourrait le deviner, à la limite, par un thème Bah, le petit animal, c'est la maison 6. Oui. C'est la maison 6. J'ai Jupiter en maison 6. Donc ça, c'est pas un détail, ça, c'est quand même important, quelque part. J'ai Jupiter en maison 6 avec Saturne. Alors, je pourrais avoir de gros animaux, mais comme il y a Saturne, ça diminue. Eh ben Alors oui. voilà, c'est Un mon petit, lion. un petit lion, j'allais dire. Oui, c'est Il mon a un lion. côté lionesque, effectivement, oui. Oui. Alors, entrons dans le vif du sujet, Barbara de la Motte Saint-Pierre. Alors, essayez de nous allécher. Alors, justement, je vous parlais de ce que nous apporte cet ouvrage qui constitue le vadémécum de l'astrologue et qui apporte la lecture ascendant par ascendant à partir de Mesha Lagna. Bon, voyez-vous, ça confirme. Aloui, de l'ascendant bélier, et finalement l'astrologie indienne, comme toutes les astrologies, démarre au bélier, des combinaisons remarquables qu'il faut considérer en lisant l'horoscope. Alors, il nous dit par exemple, là, nous l'avions traduit Marco et moi, que Vénus, qui est maître de 2 et de 7, n'est pas
une planète qui va apporter du dommage. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Mhm. Bon, enfin, c'est un tout petit peu dérangeant. Je suis quand même très étonnée que Nicole ne se soit pas rendu compte de ça. Écoute, là je t'entends très très mal, tu sais, je deviens de plus en plus sourde, c'est ennuyeux. Tout à fait, je partage tout. Ce que vous dites, c'est que, ce qui est un petit peu surprenant pour les astrologues occidentaux, c'est quand vous parlez les maisons sont liées aux planètes, en fait. C'est-à-dire quand vous parlez des vous dites par exemple la 2 et la 7, c'est-à-dire que pour un astrologue occidental, c'est le taureau et la balance. Tout à fait. Mais pour vous, c'est directement les maisons qui sont en rapport avec les domiciles et des planètes. Tout à fait, mais là je me pose en cas d'un ascendant bélier. Oui. Pour l'ascendant bélier, la maison 2 est donc taureau et la Oui. maison 7 balance. Non, mais dans l'astrologie occidentale, on ne va pas forcément dire que la 2 et la 7 sont dominées par Vénus. Il faudra qu'il y ait déjà le signe. Il faut que la maison, la maison 2 sera dominée par Vénus que s'il y a le taureau dans la maison 2. Oui, alors que vous, la maison 2 suffit à ce que... Non, et puis alors, ce qui se passe, c'est que nous jouons avec des maisons égales et que le signe tout entier représente la maison. Oui. Donc, il n'y a pas besoin de calcul de cuspide de maison, etc. Oui. etc. En réalité, votre système des domiciles, il marche surtout pour les maisons et pas forcément sur les signes. Ah, oui, les maisons. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont adapté, et nous on a perdu ce rapport. Pour nous les maîtrises, c'est quand même, ça passe par le signe. Même quand c'est en rapport avec les maisons, il faut que déjà le signe soit lié à par exemple, la maison 3 dans un thème occidental. Si si la cuspide de la 3 est en vierge, ce sera Mercure qui va dominer alors en l'occurrence, et si la maison 3 est en 8, le maître de la 3 est en 8. Oui, c'est ça. Non, je veux dire qu'en astrologie, en astrologie occidentale, il faut que le maître pour que Mercure domine une maison, il faut qu'il y ait son signe dans cette maison. C'est ça. Oui. Alors qu'en astrologie hindoue, il suffit que Mercure va d'office dominer la maison 3 et la maison 6. Dans l'hypothèse où il s'agisse d'un ascendant bélier. Oui, mais si vous avez un autre ascendant. Ben, si j'ai un autre ascendant pour un ascendant taureau, Mercure va dominer la maison 2. Parce que Mercure sera maître du Gémeaux. Et oui. Donc dans ce cas-là, effectivement, on retrouve le système occidental. On retrouve le système occidental. La seule grande distinction, c'est que de 0 degré à 30 degrés, notre signe constitue une maison. C'est ça. Que le positionnement de l'ascendant ne joue aucun compte et nous n'avons pas de maisons inégales. Oui. Effectivement, c'est plus facile à calculer d'une certaine manière. Oui. Et oui, nos calculs sont rudimentaires, c'est une certitude. De même que pour les histoires de révolution solaire, par exemple, nous avons un petit décompte. Par exemple, là, je viens d'avoir 70 ans. Ah oui. Eh bien, j'ai rajouté 3 jours, 22 heures et 41 minutes à ma date de naissance. Et je trouve, pour l'année considérée, ma position de révolution solaire. Ça ne correspondrait pas à ce qu'on fait, ça ne correspondrait pas au calcul. Au calcul, je crois que ça ne correspond pas, en effet. Je crois que ça ne correspond pas. Mais ça veut dire en tout cas que la révolution solaire est une chose
que pratiquent les astrologues hindous. Tout à fait, et même ça Et s'appelle... là, en l'occurrence, ils vont quand même attacher de l'importance au signe solaire, quelque Ah, part. tout à fait, oui. Et ça s'appelle Varshapal. Et la révolution solaire, contrairement à tout ce dont nous venons de parler, qui est de l'astrologie spécifiquement indienne, à origine mésopotamienne, chinoise, perse et grecque, le Varshapal, c'est-à-dire la révolution solaire, est d'origine arabe. Et oui, ça a été fait, c'est arrivé C'est avec beaucoup plus la tard. conquête musulmane, on peut dire au 9e siècle, je crois. Oui, oui, c'est ça, 9e, 10e siècle. Et une grande partie de nos techniques prédictives qui s'appellent le prashna, c'est-à-dire la question horaire, sont d'origine arabe. Et inversement, d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi que certaines valeurs de l'astrologie hindoue ont été transmises par les Arabes en Occident. Oui, Comme les nœuds de la Lune, par exemple. et les maisons lunaires. Oui, donc il y a eu des échanges dans les deux sens. Tout à fait, il y a des échanges, j'allais dire, stylistiques et de contenu. Donc, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, la position, on va quand même étudier le retour, le soleil est important. Le soleil est important annuellement. Ah oui. Annuellement, puisque nous le jouons, nous le Au niveau, lisons. c'est un élément prévisionnel, le soleil. Voilà. C'est pas tellement un élément du caractère, c'est un élément prévisionnel. Ni karmiquement parlant, Voilà. j'allais dire. Mais ça permet de calculer le... C'est un élément qui le va thème nous de l'année. permettre de mettre en place le thème de l'année et de l'imaginer bonne, Voilà. moins bonne, Ouais. ainsi que de la découper en périodes. Il existe les dashas et les bhuktis, c'est-à-dire les périodes et les sous-périodes Pour l'année. de la révolution solaire, Ah oui. qui sont extraordinairement précises. Ah bah j'imagine, parce qu'évidemment on est sur une période beaucoup plus courte. Et Extraordinaire. donc chacun fait combien? Quelques mois? Chaque C'est planète, ça, chaque planète tout ça va dépendre de l'écart entre les planètes. C'est en mesurant l'écart en degrés et minutes entre les planètes que nous trouvons une échelle de valeur. Et cette échelle de valeur se trouve réduite à la temporalité de l'année. Et ça nous donne donc la durée d'influence de chacune des planètes. En fait, en vous écoutant, Barbara et Lamotte Saint-Pierre, je m'aperçois que finalement, que ce soit pour les dashas, où on renvoie aux planètes, mais sans vraiment s'intéresser aux planètes, Oui. que pour les maisons où on parle des domiciles des planètes, mais sans s'intéresser réellement où sont réellement les planètes, voyez-vous. Oui. Donc en fin de compte, c'est une astrologie qui se sert des planètes sans avoir besoin de les situer réellement dans l'espace, puisqu'elles sont symboliques, ces planètes, n'est-ce pas? Le rapport entre le dasha et la planète est purement symbolique. Le rapport entre la maison et la planète est purement symbolique. On n'a pas besoin de savoir où sont exactement les planètes dont on parle. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est où sont les maisons, où est le soleil annuellement, où est la lune éventuellement, mais on peut dire que c'est une astrologie solunaire qui ne se sert des planètes que de façon presque symbolique et même virtuelle. Non, ce sont des augmentateurs d'énergie ou des minorateurs d'énergie. Oui, Mars et Saturne sont des planètes minorantes. Jupiter, ce qu'on appelle les infortunes en astrologie occidentale. Oui, et que nous appelons les maléfiques, oui, les infortunes astrologiques. Et Jupiter et Vénus sont des planètes... sont les bénéfiques. Oui. Oui, mais le problème, c'est pas tellement la signification des planètes, on parle des planètes, mais en réalité, on ne les situe pas réellement dans l'espace. On peut très bien... Ça n'a effectivement pas tellement d'importance. Voilà, non, parce que c'est vrai que effectivement, Si, la planète va apparaître, mais ça ne sera pas vraiment la planète. Ce qui compte, c'est où elle se trouve dans le damier, puisque nous travaillons sur une astrologie en carré. Oui, Dans le damier, oui, thème, on les positionne réellement là, oui. où elle se trouve, alors soit elle perfectionne s'il s'agit de Jupiter et Vénus, soit elle minore s'il s'agit de Mars ou Saturne, à moins que Mars ou Saturne se trouvent dans leur domicile. Car la notion de domicile
et de position dans le domicile est extrêmement prégnante. Il y a aussi une chose qui est très caractéristique de l'astrologie hindoue, c'est les affinités entre planètes, Parfaitement, oui. qu'on ne connaît presque pas en astrologie occidentale. Alors évidemment, Les ententes. nous avons Marco Daniel avait réduit ça à deux secteurs. Oui. Il y avait pour lui les planètes hérétiques et les planètes orthodoxes. Ah oui. Les planètes hérétiques correspondaient à à ce que nous appelons les planètes péjoratives, les planètes mauvaises. Oui, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, Mars et Oui, Saturne. Mars et Saturne. Même Mercure est hérétique, Oui, oui. parce que Mercure se faufilant partout, etc. Raoult et Ketu aussi. Les deux. Ketu, dans certains cas, s'il est dans de bonnes maisons, Ketu devient orthodoxe. Mais il ne faut que ni l'un ni l'autre ne soient en lien quelconque avec les luminaires. Ah. Car ils sont les ennemis violents de tout luminaire. Oui, parce qu'ils sont marqués, ils sont liés aux éclipses. Absolument. Et alors donc ils vont éclipser nos luminaires. Voilà, c'est ça. Pour une femme, lune Ketu ou lune Raoult apporte une stérilisation ou hystérie ou stérilisation. Ouais. Ma fille, hélas, a dans son thème lune Raoult. On lui a retiré l'utérus l'année dernière. Elle avait quel âge? 42 ans. Oui. L'opposition d'Uranus à Uranus, me direz-vous? Oui, non, d'accord. D'accord, mais donc effectivement, les planètes. Moi, si vous voulez, tout à l'heure, vous parlez de syncrétisme, enfin, vous parlez de différents. C'est vrai que d'un côté, on tient compte réellement de la position des planètes, Oui. et de l'autre côté, on a tout un système qui permet de parler des planètes Et sans qu'elles soient là réellement. Mais d'évaluation, le thème constitue un grand échiquier qui est un réservoir de force dans lequel les planètes circulent comme dans l'échiquier ou comme dans le jeu de dames. Et justement, le travail du Varchapal, c'est-à-dire de la révolution solaire, va permettre l'évolution de ce grand jeu de dames. Oui. Et de voir où, année après année, se retrouvent les planètes signifiantes dans d'autres secteurs. Oui. Oui, d'ailleurs, notre ami Volgin, il faisait voyager les gens le jour de l'anniversaire. Oui. Alors nous, à contrario, le calcul de la révolution solaire se fait toujours au lieu de naissance. Ah oui, donc on Parce que nous sommes d'affreux déterministes. Nous sommes déterministes, mais nous espérons bien que la situation s'améliore. Et justement, vous dites ça, mais alors justement, est-ce que les astronomes n'ont pas développé des méthodes pour améliorer la situation? Pour contredire ou pour neutraliser Alors, nous, chez nous, c'est le port de bijoux, voilà. C'est la récitation de mantras ou de messes. L'astrologue peut être amené à conseiller certaines choses. Certaines pratiques d'ordre religieux, chacun vivant sa religion à lui. Nous ne sommes pas intégristes et nous sommes œcuméniques. Et puis peut-être arrêter de manger certains aliments ou jeûner certains jours. Oui. Ça, c'est très utile. Ça peut arranger les choses. Oui. Je me souviens qu'un homme est arrivé dans ma vie après que j'eusse commencé à jeûner tous les mardis. Et j'ai porté un corail. Eh bien, l'homme est arrivé 8 jours après que j'eusse revêtu le corail. C'est magique tout ça. Je pense qu'il y a de la magie. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il y a aussi le fait de faire certaines actions. C'est l'astrologie d'élection, là, à ce moment-là. Faire des actions, démarrer une action à un moment favorable. Alors, nous appelons ça le muhurta, c'est-à-dire le moment. Oui, et nous avons toute une littérature qui est consacrée au muhurta et qui, justement, consiste à monter le thème du moment où votre enfant entre à l'école, par exemple. Oui, bien sûr. Du moment où il se fiance, le jour de la consommation du mariage, au moment où la jeune fille... Mais on monte le thème ou on choisit la date? En principe, on choisit la date. Donc on ne se contente pas de monter le thème. Non.
Et alors, est-ce qu'on pratique l'astrologie horaire, comme on appelle ça? Bien entendu, ça Enfin, s'appelle l'astrologie questionnaire, parce qu'il y a ça aussi... s'appelle le prashna, la question. Oui, c'est ça. Alors pour le prashna, Donc là, on n'a pas besoin. Là, il faut aussi faire un véritable thème. Là, il y a aussi le. ah ben tout à fait, tout à fait. Mais là, c'est plus facile parce qu'on a tous les éléments. Là, on sait exactement l'heure de la consultation. Le moment où Ça, la question vous a été là, posée. là, il n'y a pas de souci. En tout cas, il n'y a pas à remonter en avant, en arrière, etc. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui pensent que l'astrologie horaire a précédé l'astrologie natale, parce qu'elle était plus facile à utiliser. Marco Daniel le prétend aussi. Oui. Il avait un très beau conte qui parlait de ces marchands qui circulaient de village en village et qui, le matin, avant de déballer leurs petites marchandises, plantaient leur thème, enfin, dessinaient l'horoscope par terre, mettaient les statuettes qui représentaient chacune un des grands astres, et disait, tiens, vois-tu, Mercure est à côté de Vénus, nous avons un ascendant Bélier, tiens, bah, ça veut dire que du monde arrive et que l'argent va rentrer. Oui. Donc, bon, ça c'était la légende de Marco Daniel, est-elle exacte? Mais je pense que, a priori, l'astrologie horaire a dû être étendue à l'ensemble de la gens, comment est-ce qu'on les appelait? Il y avait les soudras, c'est-à-dire les marchands. Eh oui, les castes. Tandis que pour les rajas, les rois et les princes, c'était l'astrologue de cour qui travaillait, et puis les pandits, les prêtres formaient la caste des astrologues. Oui, probablement. Mais enfin, pour revenir sur cette question, effectivement, l'astrologie natale pourrait, contrairement à ce qu'on croit, pourrait être simplement une application particulière de l'astrologie horaire, en fait. Moi, je le croirais assez. Oui. Après tout, le natal est 30, une forme d'élection qui survient à un moment. Oui, oui. Et puis surtout, comme vous venez de le dire, c'est beaucoup plus facile de... l'astrologie horaire, on voit très bien comment on peut dresser un thème horaire, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin d'avoir d'archives, on n'a pas besoin de dépendre de la date de naissance que la personne connaît ou ne connaît pas. Ici et maintenant, tout de suite. D'ailleurs, bien souvent, même actuellement aux Indes, l'astrologue répond à une question horaire, et s'il n'a pas beaucoup de matériel, si vous n'avez pas envie de le payer cher, enfin, Ouais, oui. pour toutes sortes de raisons, Voilà. ne se fatiguera pas à se lancer dans l'archéologie d'un thème natal et vous répondra au moyen Oui, vous ne m'étonnez pas, là. d'un prashna. Ouais, oui. Ça, on est dans le concret, là, effectivement. C'est comme ça. On a des bons résultats avec Oui. le prashna. Moi, j'ai déjà dû vous raconter que pendant très longtemps, j'ai travaillé en astrologie horaire chez des coiffeurs, Ah dans oui, des c'est vrai. bistrots, dans des restaurants, etc., etc. C'est vrai. Et j'ai eu de très très beaux résultats. Oui, oui, c'est vrai, vous avez eu cette activité, effectivement. De toute façon, comme le disait encore Marco et comme le disent tous les astrologues, le véritable astrologue est celui qui a vécu ou qui vit, qui mange grâce à son astrologie. Oui, oui, oui. Moi, j'ai élevé ma fille et je lui ai fait faire ses études supérieures grâce à l'astrologie. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait. Là, vous êtes une vraie astrologue. Hein. Absolument. Oui. Vous avez vécu de l'astrologie. Oui, oui, j'ai élevé ma fille et je lui ai... Et donc, c'était là qu'avaient eu les consultations. Les consultations avaient lieu Donc, ici. vous nous recevez dans votre cabinet d'astrologue. Absolument. Bon, je suis à la fois peintre, Oui. je fais toutes sortes d'autres choses, Ouais, mais c'est sur cette C'était table-là. votre gagne-pain, c'était cette Absolument. table-là, oui. Et donc, quel était votre... Puisque vous nous parlez de ça, quel était... alors, justement, vous... Quelle était votre façon de travailler alors Alors, généralement, la personne me téléphonait,
me donner la date, l'heure et le lieu, ou alors je la rencontrais dans un bistrot quelconque. Bah oui, aussi, oui. Et puis, donc, nous convenions d'un rendez-vous, je prenais les coordonnées, je calculais, bien entendu, et puis la personne arrivait, je lui parlais un peu de son passé. J'avais vu auparavant, au moyen d'achats et des buctiques, Oui. et donc des secteurs de vie qui avaient été animés par certaines planètes. Enfin, certaines planètes au sens figuré. Si Oui, vous voulez, oui, ce qui avait pu se produire, etc., etc. Et puis, après quoi, je lui demandais où elle en était, quel était son souci d'époque, etc., etc. Et on essayait d'aller jusqu'au moment où le bout du tunnel allait se produire. J'ai fait beaucoup d'astrologie boursière, j'ai conseillé pas mal de gens dans le cinéma, dans le théâtre, je leur retrouvais leur date de contrat, etc. Vous le retrouvez. Ah oui, Je trouvais les dates des prochains ouais. Des prochains ou des anciens? Des prochains, de ceux à venir. Ah oui, d'accord, oui. Oui, oui, si vous Ah voulez. oui. Le bout du tunnel, c'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après le moment, on change de période, on change de phase. Et quand la période devient quand Mais même... c'est vrai que j'avais eu un entretien long avec justement Marco Daniel quand j'étais le voir Oui. à Montargis, et on avait quand même été un peu inquiet de ce qu'il disait, parce que le bout du tunnel c'est bien, mais alors quand on commence une phase de 7 ans ou de je ne sais pas combien d'années, c'est quand même un peu difficile. Ça fait beaucoup, hein, ça fait quand même beaucoup. Il y a la période de Saturne, quand Saturne entoure la Lune 2 ans et demi, 2 ans et demi, 2 ans et demi, ça fait 7 ans et demi. Oui. Il y a ça 3 aussi, signes aussi, oui. qui sont assez dommageables. Alors, si parallèlement, à la même époque, vous êtes dans un système d'achat et de bhukti qui n'est pas trop mauvais, Ah oui. il faut jouer avec les deux claviers. Oui, oui, comme dans un orgue, oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens « Oh là là, vous êtes pour 7 ans dans une horreur oui. », ça on ne peut pas le dire. On peut jouer plusieurs astrologies quelque part pour... Ou plusieurs techniques. Oui, c'est ça. Plusieurs techniques d'une même astrologie. Parce que moi, je suis devenu complètement orthodoxe sur le plan de ma pratique. Je ne fais que de l'astrologie indienne. Oui, mais cette astrologie indienne elle-même n'est pas forcément aussi homogène qu'on pourrait le croire. Hein. Oui, un canon. Elle apporte quand même un canon très, très varié. Voilà, donc c'est pour ça que je me permettais de dire plusieurs astrologies à l'intérieur même de l'astrologie indienne. Oui, oui, oui. Puisqu'elle-même, vous l'avez dit tout à l'heure, elle n'a pas été faite d'un seul tenant. D'un seul tenant, bon. Mais nos astrologies occidentales sont-elles elles-mêmes... Pas forcément. Pas forcément. Alors, on peut dire tout autant, mais ça, c'est pas du tout la question, hein, bien entendu. Donc, effectivement, non, c'est... De Morin de Villefranche à Chouinard, oui, alors, vous avez, oui, parce que à Nicolas. Oui, parce que vous connaissez aussi bien cette astrologie, quand même, quelque part, en tout cas, historiquement, c'est curieux d'ailleurs que vous êtes intéressé aussi. J'étais en train de penser que, je crois qu'une des personnes qui nous avait fait nous rencontrer, c'était... Clarisse, qui était en dessous. Voilà, c'est ça, qui avait son magasin de chaussures. Qu'est-ce qu'elle devient? C'était en 83, 84, oui. Hein, donc c'était quand même il y a 27 ans. Eh ben, je ne sais pas, je ne sais même pas si elle est toujours en vie. À un moment donné, elle s'était exilée en Bretagne. C'est ça, vous m'aviez donné son adresse. Et puis je n'ai plus retrouvé du tout ses coordonnées. Le temps venant, je ne lui ai jamais fait signe. Elle avait été formidable. Elle était une voyante remarquable. Ouais, voilà. C'était une voyante. Oui. Et sans avoir le thème de ma fille, j'étais très très inquiète. Oui, c'était en 84. Ouais. Je dis qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. Elle me dit elle ne fonctionne pas comme vous. Ouais. Son baccalauréat, elle l'aura tout de suite. Ouais. Et ne vous inquiétez pas de ses études. Elle fera un bon cursus, elle se mariera, elle sera heureuse. Ouais. Tout s'est réalisé. Ouais. Elle était bien informée. Je ne sais pas d'où elle a... Oui, c'est ça, oui. Mais enfin, c'était exact. Oui. Oui, effectivement, elle venait à Parapsy à une époque aussi, mais c'était il y a quand même pas mal d'années. Ah oui, moi aussi, j'avais tenu un stand à Parapsy, c'est là que j'avais rencontré Marco Daniel. Ah bon? Je donnais des consultations en astrologie indienne.
que j'avais appris avec, comment s'appelle-t-il, Denis Labouré. Mais oui, bien sûr. Et j'avais fait 2 ou 3 stages. Il y avait Jaya Seka Mais oui, qui venait, oui. qu'on avait fait venir. Oui, il était venu, justement, il était venu en 84 à côté, à côté de Vienne. Saint-Étienne, près de Saint-Étienne. Non, mais avant, il était aussi venu ailleurs, parce que je l'avais rencontré, il était venu... Ah oui, avec Ima Bindou. Oui, ça aussi. Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps, Ima Bindou. Oui. Qu'est-ce qu'elle devient? Ben, elle fait beaucoup de photographies, mais je crois qu'elle est elle a une reconnaissance académique assez importante. Enfin, je veux dire, oui. Elle était sanskritiste, philosophe. Ah oui, 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 elle fait beaucoup de choses. C'était une femme... Même que j'ai rencontré récemment Éric Marié, qui est devenu un grand conte de l'astrologie chinoise. Oui, je le connais aussi, mais lui, il faisait du boursier à l'époque. Ah bon, peut-être. En tout cas, bon, je ne sais pas si on parle de la même personne, en tout cas, il habite à côté de Niort et il a écrit... Enfin, oui, non, mais il y a des gens comme ça qui ont quand même... qui ont réussi, si on peut dire, et qui sont reconnus sur le plan académique, universitaire, dans le domaine du chinois, dans le domaine du sanskrit, etc. Oui, oui, oui. Il y a Carado et Marie Delclos. Oui, et puis même j'ai même interviewé à une époque Raoul Mello, qui était le maître de Denis Labouré, à côté de Vichy. Oui, 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 oui. Je crois qu'ils sont brouillés maintenant. De toute façon, M. Mello, il est mort depuis quelque temps déjà, oui, effectivement. Mais alors justement, en fait, peut-être puisque vous avez évoqué tous ces gens-là, on pourrait aussi évoquer Dorsan, ou de Lescaut, qui nous a quittés il y a longtemps, malheureusement. Alors, Dorsan, je ne l'ai pas connu. Moi, j'ai travaillé avec un de ses élèves qui était Alexandre Kolchak. Ah oui, qui était par ailleurs jazzman. Jazzman et sidéraliste. Oui. Pour quelle raison sommes-nous brouillés? Je n'en sais rien. J'adore Alexandre. Oui. Oui, je sais qu'effectivement... bon, il a la brouille un peu hâtive. Oui, oui, c'est vrai. Il est instrumentiste aussi par ailleurs. Mais d'une manière générale, c'est peut-être l'occasion de faire le point en quelques minutes sur le débat entre sidéraliste et tropicaliste. Alors finalement, est-ce que vous avez des arguments, ou est-ce que vous avez renouvelé vos arguments un peu en faveur du sidéralisme au cours des années Alors, bon, j'ai fait donc mes stages avec Sécart. Je pratiquais une petite astrologie avec l'enseignement de Sécart, mais il n'y avait pas grand contenu, si vous voulez. Ouais. Les yogas m'étaient inconnus, je calculais mal mon Vimshotari, enfin, ouais. Je n'avais pas la base concrète et le contenu que Marco Daniel m'a transmis pendant 12 ans après. Et alors donc, je me trouvais à Parapsy. J'avais fait une petite annonce, enfin un petit écriteau, consultation d'astrologie indienne. Marco vient s'asseoir, me demande une consultation, je demandais quoi? 30, 40, 50 euros. Enfin, c'était pas encore 12 euros. Oui, oui, c'était des francs, 300, 400 francs, j'en sais rien. Et il m'écoute, il me dit, vous ne dites pas de bêtises, il n'y a aucun contenu, mais tout ce que vous dites est traditionnel. Vous dites, mais qui c'est celui-là? Alors il me dit, je suis astrologue, je reviens des Indes, j'ai appris le métier pendant 24 ans, ouais. Et il me demande mes coordonnées, il dresse mon thème, il me dit, vous êtes l'élève que je cherche, vous êtes un réel astrologue, mais vous avez tout à apprendre. Et il m'a prise en charge, il est venu habiter. Il vous a pris en main? Ah oui, oui. Il est venu habiter ici. Ah, carrément. Ouais. Et on a travaillé ensemble. Bon, après ça, lui-même a eu son domicile, etc. Mais nous avons fait des études de sanskrit ensemble. Enfin, on a fait un chemin important. Moi, j'ai fait de la psychanalyse. Ce qui est utile, car c'est assez amusant, mes professeurs de psychanalyse, et Dieu sait, c'était l'école de Jacques-Alain Miller, des Lacaniens et tout, savaient que j'étais astrologue. Ah oui, voilà, dites tout ça. Oui. Ils le savaient, et au moment de me délivrer mes examens, ils m'ont demandé ce que j'allais faire. Je leur ai dit, écoutez, je suis embêté, moi j'ai une technique. Ils me disent-ils, vous avez votre pratique.
continuez là, mais vous avez notre écoute, vous avez notre grille clinique, ça vous évite de faire un certain nombre de bévues, et puis, comme vous dites que vous n'avez pas envie de revoir vos patients 3 fois par semaine, oui. eh bien vous nous les envoyez s'il y a lieu. C'était C'est ce qui s'est fait. C'est l'arrangement qui s'est fait. Un arrangement, j'ai eu mes comment dire, mes examens, mais j'ai jamais exercé en psychanalyste. Seulement, ça permet d'évaluer un petit peu plus. Et moi, je pense quand même que l'astrologue doit avoir une formation clinique, parce que nous touchons à des zones sensibles et on ne peut pas se permettre de le faire sans formation. Enfin, comme vous dites, effectivement, on laisse après les gens un peu dans la nature. Ah bah, l'être, il vient chez nous pour avoir un timing, pour avoir une feuille de route. On l'aide peut-être à trouver son désir. On lui donne la date à partir de laquelle celui-là peut se matérialiser. Mais c'est quand même lui qui va faire le boulot, ça c'est vrai. Et puis on peut lui donner la carte de visite d'un confrère psychanalyste s'il a besoin. Oui, effectivement, oui. Mais justement, là vous touchez à un sujet quand même assez délicat. C'est pourquoi justement ce cadre aussi ponctuel de la consultation. Attendez, je vais...